Bonjour Patrice. Ok, bien, mais tout le monde est là en fait. Allez, on est parti pour ce conseil. Donc bonsoir et bienvenue à ce conseil du 24 février. Bonsoir à tout le monde et à ceux qui nous suivent sur Internet ou qui nous suivront. Il est 19h01 et je vais donc procéder à l'appel nominal comme d'habitude des conseillers. Maël Dubosc Paysan. Alain Clavry. Mathilde Vatrou. Édouard Dupouille. Présent. Ariane Ruval. Michel Villéger. Céline Lunardilly est absente et elle a donné sa procuration à Gaëtan Arix. André Jacubiec. Baudouin Merlet. Véronique Casavant. Patrice Biancone. Myriam Langlois. Caroline Chavreduc. Sandrine Bonpas est absente et elle a donné la procuration à Caroline Chavreduc. Gaëtan Arix. Paul Gonzalez. Mathieu Parayou. Jean Belloc. Elsa est absente et elle m'a donné procuration, donc à moi. Quentin Benchetrit. Henri Arbeil. Lionel Barbéris. Caroline Cabenac Escande est absente et elle a donné procuration à Lionel. Emmanuel Bécheron à Henri. Cathy Monteau. Oui, pardon, je ne vous avais pas vu, pardon, je ne vous avais pas vu, Cathy. Et Cathy, elle a aussi la procuration de Christian Ducamp, qui est absent. Je vous passe la feuille d'émargement à signer et à redonner à Eric. Donc le nombre de conseillers étant de 27 et que le quorum étant atteint, je déclare donc la séance du conseil municipal de ce 24 février 2023 ouverte. Et Maël est désigné, comme d'habitude, secrétaire de séance. Juste avant de commencer, je vais vous donner quelques rappels et informations. D'abord, concernant le centenaire, vous avez sur votre table le journal du siècle et le journal du centenaire, dans lequel il y a pas mal d'informations. Vous avez déjà vu, et ce journal a d'ailleurs été distribué dans vos boîtes aux lettres. Il relate tout le programme. Il y a des dates à ne pas manquer, que je vais juste vous redonner. La conférence avec Luc Ferry le samedi 18 mars au Sporting Casino à 17h sur le thème Avoir son temps, c'est être jeune. L'avant-première du film le 16 mars à 19h30 au cinéma Le Rex. Il y aura d'autres dates qui seront proposées d'ailleurs dans l'été et sûrement aussi au mois de novembre. On a une séance de photos avec Vincent Delerme, que vous connaissez, qui est un chanteur et artiste reconnu, qui nous fait l'honneur de nous proposer de photographier en noir et blanc des personnages de la ville. Jusqu'au 28 février, vous avez encore le temps de vous inscrire, vous serez peut-être tiré donc au sort pour faire partie de cette exposition. Elle sera mise en place courant du mois de mars, en extérieur, sur des grands formats, ce qui est une belle initiative. Ensuite, comme vous le voyez en avance, il y a d'autres événements qui vont bien entendu se greffer. Et pour rester informé, je vous conseille d'être branché sur les réseaux, mais aussi sur Sud-Ouest, qui va avoir le privilège de relayer toutes les informations par rapport à notre centenaire. Quelques nouvelles aussi par rapport à nos filles de Cap Optimiste et à Emmanuel Bécheron, qui sont aux 6000 km. On peut tout de suite les féliciter déjà pour avoir 6000 km parcourus. Une arrivée en Polynésie prévue fin mars, autour du 25. Encore un grand bravo à elles. Elles sont réellement formidables et démontrent à toutes et à tous une force et une ténacité hors du commun. On ne peut rester qu'en admiration par rapport à ce projet. Et on les suit sur les réseaux et c'est vraiment exceptionnel. Je voulais aussi vous donner quelques informations sur le golf. Comme vous le savez, on a signé une DSP avec eux. Moi, je fais partie maintenant du conseil d'administration chez eux. Et donc, tous les mois, on a une forme de réunion qui se passe. Et c'était assez intéressant. Et je vais vous donner quelques news par rapport à cela. Comme vous le savez, le restaurant a réouvert le 16 février avec deux couples
qui sont issus de la restauration, un bon démarrage, des repas de qualité. Bon, ils étaient un peu lents, mais ce qui est normal au départ. En tout cas, la carte est de bon niveau et en rapport qualité-prix correspond au goût des golfeurs. Je voulais surtout vous donner quelques informations sur notre choix, qui confirme notre choix et qui convenait aussi à la ville sur le sujet des écoles de golf et de la politique de jeunes du club. Notre école de golf, en fonction de certains critères que la fédération donne, est classée 23e sur 560 écoles, ce qui est un très bon résultat. Et on est aussi au même niveau, 23e au niveau national, sur les écoles de golf qui participent à des compétitions régionales ou nationales. Et on est la deuxième en Aquitaine, ce qui prouve que ce qui nous avait proposé lors de la discussion de la DSP se confirme, et que la promotion du golf au travers de l'école, et l'école de golf, est vraiment réelle et se passe très bien. D'autre part, il y a un suivi des jeunes qui participent et qui partent en compétition et le club les accompagne financièrement, ainsi que sur le plan logistique. Donc une vraie politique de l'épanouissement des jeunes au travers de ce sport, et bravo au club et à sa commission qui gère ce travail formidable qui est de promouvoir le golf au travers de nos jeunes. Toujours au golf, il y a un gros chantier qui se prépare avec le nouveau système d'arrosage. On va passer à 3 réseaux au lieu de 2, avec une très bonne couverture du parcours, tout en économisant à peu près 30% du temps d'arrosage et de l'eau nécessaire pour entretenir les fairways et les greens. Sur un autre sujet, je vous rappelle qu'on avait évoqué en conseil municipal une possible convention passée entre Carlsberg et la ville lors du Quick Pro il y a 2 ans. Il y a une association qui s'appelle Addiction France qui s'est saisie de ce sujet. Juste pour information, nous n'avions jamais signé cette convention que nous avions demandé et on n'a jamais touché le moindre euro de cette société. Donc en ce qui nous concerne, c'est un sujet qui ne nous concerne plus et qui ne concerne pas. Enfin, je voulais aussi revenir sur des éléments de langage de notre ami Lionel lors du dernier conseil, qui mettait en avant que nous n'avions pas une politique assez verte. Non mais, c'est très bien. Comme je l'avais dit, sur la commune, avec le SPR, il est très difficile de mettre en place des panneaux solaires, puisque la BF est la seule habilitée à donner son avis, et les règles sont assez drastiques. Les éoliennes ou autres dispositifs de ce type ne sont pas du tout envisageables. Et nous avons travaillé sur les flux autour de l'eau, notamment dans le cadre des études qui avaient été lancées pour la réhabilitation du Sporting Casino, avec une possibilité de production autonome d'électricité et sujet du chauffage de la piscine, puisque c'était un sujet qu'on avait évoqué, mais qui malheureusement n'est pas concluante, problématique de salinité de l'eau, des coûts conséquents de la mise en œuvre, et de l'intégration architecturale des modules techniques à terre. En ce qui concerne l'énergie relative au courant et aux marées, Max travaille actuellement sur le potentiel de l'énergie holomotrice en mer, et eu égard au montant conséquent de ces investissements et de la localisation, qui n'est pas toujours encore défini, ce type de projet relève de leurs compétences et en collaboration avec la région et les intercommunautés voisines. Max est en train de travailler sur ce projet-là. Par contre, de notre côté, nous travaillons avec le service d'économie de flux de Max sur la possibilité d'utiliser l'énergie générée par des courants dans le canal. On vous tiendra au courant et en fait, ce que disait Lionel, ça nous a poussé à essayer de chercher des éléments et j'espère qu'on va pouvoir en trouver. Il y a quelques projets qui existent, qui ne sont pas français. Donc on a rencontré les gens de Max la semaine dernière pour essayer de voir ce qui était possible de faire. Et donc dès que les études seront faites, on vous tiendra au courant et on essaiera de vous donner plus d'infos. La transition est toute trouvée pour vous parler du lac et de son désensablement, vous l'avez vu. Un mois de travaux, une campagne qui se termine mardi prochain et qui va permettre, je l'espère, de sortir à peu près 5000 m3. Et comme vous avez pu le voir, c'est une nouvelle méthode avec des tapis roulants qui permettent de déposer le sable sur les plages lacustres et sur les endroits qui nous concernaient, c'est-à-dire la plage de l'hôtel du Parc et la plage
des Chalièges, m'aidez pas surtout. Hein. Donc voilà. Et en fait, on a bien réengraissé les unes et les autres. Il y a eu un peu de cafouillage au départ, mais en tout cas là aujourd'hui c'est en train de bien marcher. Et on travaille, comme on vous l'avait dit, sur une autre saison qui reprendra ce système-là et qui en plus permettra peut-être avec un nouveau système, et on travaille avec le service de l'État, pour avoir une action complémentaire à celle-là avec une forme de turbine, enfin un tuyau, qui nous amènerait une partie du sable supplémentaire sur nos plages océanes. Merci. Tout ça, on le fait en appui avec Max Sport et LAC. La SPSH qui nous a aidés là-dessus, aussi sur ce dossier, Ingéo, Casagec et bien entendu tous les services de l'État pour trouver la solution qui convienne. Donc c'est à suivre. Un mot sur la fibre. Je vous ai envoyé d'ailleurs à tout le conseil un mail vous donnant le timing du déploiement. Vous avez vu qu'il y avait des travaux dans la ville qui se sont terminés d'ailleurs ce soir. Donc on vous conseille pour certains et pour ceux qui nous écoutent d'aller sur le site NATHD, donc NATHD, en mettant votre adresse. Vous saurez si vous êtes éligible et donc prêt à recevoir les offres des opérateurs. Ne vous affolez pas, pour l'instant la ville est rouge. Ça veut dire qu'on est en train de déployer. Dès que le SIDEC aura réceptionné les travaux, il y aura 15 jours d'attente. Ensuite, on passera au vert. Et ensuite, on aura 3 mois d'attente, qui sont en fait des 3 mois de gel commerciaux, qui permettent aux différents opérateurs, Bouygues, SFR, Free et autres, de préparer leurs offres et de venir nous proposer cela. En tout cas, et vous l'avez sûrement lu dans le mail que je vous avais fait passer, le SIDEC s'engage et sera donc au rendez-vous pour que la commune soit fibrée en totalité d'ici la fin de l'année. Ensuite, la semaine dernière, nous avions eu l'équipe de France féminine qui était présente sur notre sol. Elle s'entraînait à Cap-Breton et elle vivait et elle couchait à l'hôtel du Parc. Donc ça prouve que notre territoire a des qualités pour attirer les sportifs et les sportifs de haut niveau. Et enfin, l'info dernière des minutes, vous savez qu'on avait fait un ouvrage dans le parc Rosny avec un jeune paysagiste qui s'appelle Nicolas Gachy et qui a été élu meilleur ouvrier de France sur cette partie et sur ce projet. Donc bravo à lui, il a mis 500 heures de travail qui ont été nécessaires pour réaliser tout ce projet-là, le kiosque, la statue et les petits endroits où on peut se reposer. Voilà. Alors, donc une introduction rapide juste pour quelques infos. On va passer au conseil de ce soir. Mais avant cela, on doit approuver le procès-verbal du conseil du 20 janvier dernier. Comment ? Du 30 janvier, pardon, dernier. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à cela ? C'est bon. On va passer au vote. Donc, qui est pour ? Très bien. Merci. On passe au point numéro 1, finances, avec l'Office du tourisme et l'avance sur la subvention. Et je laisse la parole à Édouard. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Le premier point qui va être soumis au vote concerne la subvention de l'Office de tourisme. La commune a reçu une sollicitation de l'Office de tourisme d'Hossegor afin que celui-ci obtienne de façon anticipée le versement d'un acompte sur la subvention. Traditionnellement, vous savez que la subvention elle est votée en même temps que le budget. Là, en l'occurrence, cette année, c'est un petit peu plus tard que d'habitude puisque le conseil que nous avons prévu, il est le 17 mars. Et donc l'Office a besoin, en amont de cet accord, de trésorerie. Donc il est proposé au conseil municipal d'accorder le versement d'une avance sur cette subvention. La subvention totale est un montant de 301 000 euros et l'avance serait de 120 000 euros. J'en ai terminé. Juste avant de passer au vote sur cela, il est bien évident que pour des questions de cohérence et d'engagement vis-à-vis de la trésorerie d'ailleurs de Saint-Vincent-de-Tyrosse, qu'on a d'abord interrogé pour savoir s'il était possible de faire cela, et de l'Office, que le sens du vote de ce soir, pour cet acompte, doit être le même, en tout cas lorsqu'on votera le 17 mars
les 301 000 dont vient de parler Édouard. Donc, on va passer au vote. Pardon. Oui. Sur ce sujet précis de l'Office de tourisme, j'ai 3 questions pour que ce soit totalement clair pour tout le monde. À qui ou à quoi sont destinés destinée cette avance de 120 000 euros? Ça ne me fait pas. Deuxièmement, l'Office du tourisme, est-ce qu'il a cherché à trouver d'autres financements en dehors simplement de l'appui de la municipalité? J'imagine qu'ils ont des banques. Et troisièmement, est-ce que ce type de sujet qui est quand même important, et le montant est conséquent, parce que 120 000 euros par rapport à une subvention prévue ou prévisible pour l'année prochaine de 300 000, ça veut dire que l'année prochaine, ils vont vivre avec 180 000. 200 000. Oui, enfin 200. Oui. Mais c'est juste. La preuve, il en manquait cette année. Quid de l'année prochaine? Et est-ce que ces sujets sont donc aussi évoqués au conseil d'administration dans lequel nous avons, à ma connaissance, 2 représentants? 3. Je vais répondre sur les 2 premiers points. Sur le premier point, sur le montant de 120 000 euros, il a été évalué par l'Office et il est lié c'est une estimation qui a été faite sur le montant des charges afférentes aux 3 premiers mois de l'exercice, donc janvier, février, mars. Donc il va le servir à couvrir principalement les charges de personnel qui s'élèvent à 30 000 euros par mois, et également d'autres charges qui ont été estimées par l'Office et qui sont payables en fait sur le premier trimestre. Ça veut dire que ce sont des salaires Oui. Qui ne seraient pas payés si on ne faisait pas ça? Non, c'est pas ça. Ah bah pardon. Alors, d'abord, ce sont les charges des 120 000 euros, ce sont les charges de salaire et de frais inhérents aux 3 premiers mois, le temps qu'ils reçoivent la totalité de leur subvention des 300 000 euros, des 301 000 euros. Après, à charge aussi l'Office d'aller, comme il le fait, récupérer les adhésions et les différents montants complémentaires qu'il a pour vivre. Je me permets pardon d'insister, il s'agit bien aussi des salaires. Ce qui Oui. veut dire que si on n'apporte pas les 120 000 euros, les salaires ne seront pas payés. Alors ils ont été payés, puisqu'on est quand même, on est le 24 février, donc janvier, février ont été payés. Et on a, nous, négocié, et avec leur accord, un découvert à la banque pour qu'ils puissent régler... À leur banque. Bien entendu, à leur banque, pour qu'ils puissent régler les salaires de janvier et février. Ça veut dire qu'on a garanti le caddie, j'imagine. Enfin, on a garanti, oui, enfin, toutes les manières, on ne peut que garantir ce genre de choses, et c'est normal que la banque nous demande la garantie. Après, l'Office du tourisme est une émanation de chez nous, donc je veux dire, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'était juste une question de trésorerie, et là, c'était un vote de trésorerie. Et je vous rappelle à tous qu'on avait en plus débattu de ce point-là en commission finances élargie le 20 janvier. Par rapport à ça. Il y a quand même un vrai problème de gestion. Il n'y a pas de problème de gestion, il y a un problème d'argent. C'est pas un problème de gestion. Ça, c'est pour moi, c'est un problème juste de trésorerie. C'est pas un problème de gestion. De gestion de trésorerie, c'est peut-être une gestion de trésorerie. Ceci étant, les 120 000 euros sont là pour récupérer les deux mois qui ont été avancés par rapport à la banque et pour payer son 3e mois qui arrive au mois de mars et qui seront ensuite régularisés avec le solde de la subvention qui sera voté le 17 mars. Et la banque, elle apporte combien alors? La banque, elle n'apporte rien. Elle a autorisé un découvert de 40 000 euros. Et là, on parle de 120, c'est ça? Oui. Bon. Donc voilà, c'est Bon, pas. Enfin, les choses sont très claires. Hein. C'est un avance de 120 000 euros sur un budget qu'on leur alloue de 320 000. Donc il reste bien 180 ou 190. Il restera 190 000. Et avec ça, ils vont se débrouiller l'an prochain. Après, avec ça, il y a d'autres recettes. Hein. Il y a d'autres recettes. Oui, je sais. Donc voilà, il y a les recettes des adhérents, il y a tout ça. Donc leur budget, le budget total de l'Office, il est clair. Ils le font à travers de la subvention et au travers de tout le travail qu'ils fournissent par rapport aux événements, comme le Latino, entre autres, et la récupération de cet argent-là, par rapport aux adhésions, par rapport à tout ce qu'ils vendent, et ils travaillent autour de ça. Un mot. Oui. Je reviens sur un des points qu'a soulevé Baudouin. Si aujourd'hui ils ont besoin de 40 000 euros, 120 000 euros, si j'ai bien compris, le déficit risque d'augmenter en fin d'exercice.
et pas se résorber. Mais il n'y a pas. Mais pourquoi vous parlez de déficit? Il n'y a pas de déficit. Bah, enfin, Mais non, ouais, il y a 40. Attends, Patrice, ne mélangez pas tout. On vous demande. Je ne mélange rien du tout. Si. Non, non. Il n'y a pas de déficit. C'est une avance de trésorerie. Ben, donc, c'est qu'il manque de l'argent. C'est une avance de. Oui, donc, alors, Ça s'appelle un ils ne déficit. manquent pas d'argent. Ben si. Ils n'ont pas d'avance de trésorerie sur leur truc, sur leur compte. Mais il n'y a pas de déficit. Les 120 000 euros sont là pour payer les salaires et les charges. Ça, j'ai compris. Ça coûte entre 30 et 40 000 euros par mois. D'accord? On a demandé un découvert de 40 000 pour le premier mois de janvier. Et avec l'argent qu'ils vont recevoir, ils vont payer février et mars tranquillement. Et ensuite, il y aura la subvention totale qui va arriver. Les 180 000 dont fait état Baudouin. Amputé de l'avance. Bah, bien entendu. Oui, Enfin, et ben donc. c'est une justement, avance de trésorerie. C'est quand même très clair. j'ai Vous bien avez compris. 300 000, on vous enlève 120, vous en aurez 180. Bah oui, D'accord. justement. Est-ce qu'avec 180, Mais du vous- mois vous de ne mars comptez pas, au mois mais- de décembre, est-ce qu'ils vont Non, mais tenir alors, la je pense distance? que vous faites exprès. Non. Vous faites vraiment très exprès, puisque je vous raconte qu'à côté de ça, 30 secondes, Jean, qu'à côté de ça, il y a d'autres recettes. D'accord? Et bien alors, Mais elles ne sont pas de nature à couvrir. à couvrir quoi? À leurs frais? Bah oui. Mais si, Non. mais si, mais si. Elles sont de l'ordre de combien? Les recettes, bah, il y a 80 à 90 000 euros concernant les adhésions, plus les événements. Mais si Ben on oui, pose- mais c'est- alors, faut arrêter de dire j'ai entendu, machin et autres. Arrêtez La d'entendre. dernière fois, c'est toi qui as annoncé 60 000, c'est pas moi. Mais c'est non, attends, j'ai pas annoncé 60 000. Je suis désolé, Patrice. Je pense que tout le monde est en train de fabuler autour de l'office de tourisme. Ça suffit, c'est très clair. Bah oui, mais c'est parce que à mon avis vous écoutez mal tous, les uns et les autres. Donc, mais oui, ça suffit, Patrice. Franchement, sur ce sujet-là, je pense que il est assez déplaisant. Il est assez déplaisant de tu as le droit, mais il est assez déplaisant de réexpliquer. Oui, c'est bien, mais tu as tous les droits. Il est assez déplaisant de réexpliquer. Il est assez déplaisant de réexpliquer 25 fois les choses, sachant qu'on vous les a expliquées à toutes les commissions générales. Mais vous écoutez pas, je suis désolé. Si. Mais oui, tes bras dans tombent, mais vous écoutez pas ce qu'on vous dit. Alors, je suis désolé. Édouard, je m'explique pas sur moi, alors vas-y, explique-le. Non mais franchement. Non, mais il y a eu. Non, si, il faut dire les choses. Il y a eu quand même plusieurs versions. Et... Ouais, vas-y, je t'en prie. La question, c'est que là, aujourd'hui, on est en janvier, il leur manque les sous, en gros, donc on fait une avance. Est-ce que l'an prochain, à la même date, ils vont nous redemander une avance? C'est ça. Et est-ce qu'elle sera supplémentaire à cette année? C'est ça la question. C'est Parce ce que, que je dis. voilà, C'est tout. c'est ça qu'on. Je pense Et que c'était ça le sens de la je question. vais pas en remettre une couche de plus, mais presque. Non. On leur a demandé, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent, on leur a demandé de provisionner l'indemnité du départ du directeur général, ce qui n'est pas fait. On leur a demandé de provisionner ce qu'il y avait à provisionner pour tous les 5 ou 6 CDI qui sont employés à l'Office du tourisme, ce qui n'était pas fait. Et donc on leur a conseillé devant l'expert comptable, et ils ignoraient l'existence de cette ligne-là bilancielle, de provisionner ça hors bilan. Ceci dit, s'ils respectent ce qu'on leur a demandé, donc de créer des provisions sur ces sujets-là, où est-ce qu'ils vont les trouver? Alors, un point peut-être à aborder, c'est qu'ils nous ont présenté le budget 2023, et souviens-toi, tu étais là avec l'expert comptable. Dans ce budget qu'ils nous ont présenté, il y avait bien cette subvention municipale du montant qu'on a évoqué, là, 320 000 euros, et le budget était à l'équilibre. Alors, vous dire s'il va être tenu ou pas, ça, j'en sais rien, et personne ne sait. Mais en tout cas, ce qu'ils nous ont présenté, c'était un budget équilibré à partir du montant de cette subvention. Bah, On ne peut rien faire d'autre que les croire pour l'instant. Je dis que c'est pas le problème de l'avance qui me préoccupe. Non, c'est après. Bien. Oui. Juste le fait de faire une avance de 120 000 euros, est-ce que ça nous exonère de faire une convention? Non. Non, mais elle devrait être faite là.
elle est obligatoire au-delà de 23 000 euros. Tout versement au-delà de 23 000 euros nécessite et a obligation d'une convention financière avec l'association. Ça devrait être présenté au conseil de ce soir. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que avec les associations sur le vote des non, mais c'est juste parce que bon, au-delà de 23 000, normalement, c'est obligatoire. Pourquoi la convention et pourquoi j'en parle? Parce que par rapport à tout ce qui est dit, je pense que ce qui est important par rapport à l'office de tourisme, c'est effectivement d'avoir la bonne approche, de discuter avec eux et de trouver les bonnes sorties par rapport à ces problèmes financiers. Et sur les provisions, sur toutes ces choses-là, c'est ce que je dis depuis le départ, la convention, elle doit faire état notamment, et c'est un peu le travail qu'on a commencé à faire en commission, qui est de dire qu'est-ce qu'on attend, comment on veut travailler avec eux, quels sont les objectifs qu'on fixe à l'office, de façon à ce qu'après ils puissent mettre en œuvre la politique aussi municipale sur la partie tourisme. Après qu'ils aient leur mode de gestion, ça leur appartient aussi, il ne faut pas être dans la gestion à leur place, surtout pas. Par contre, derrière, il faut être clair dans les objectifs qu'on leur fixe, dans les conventions qu'on rédige, de façon à leur dire, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est avec le financement qu'on leur apporte, arriver à tel et tel objectif. Ça sert à ça, la convention d'objectifs. C'est pour ça qu'à travers les questions qui sont posées, moi, je suis juste un peu surpris qu'on n'ait pas une convention, qu'on aurait même pu travailler dès aujourd'hui sur un acompte qui est supérieur à 23 000 euros. C'est une obligation légale. Lionel, ça, c'est un acompte, c'est pas la convention totale des 300 000 euros. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je pose aussi la question, et peut-être qu'Éric se renseignera sur le fait que même si c'est un acompte, dans la mesure où il est supérieur à 23 000, est-ce qu'il nécessite ou pas une convention? Non, mais à partir du moment où on avait aussi l'accord de la trésorière, il n'y avait pas besoin de faire La trésorière, c'est sur la partie versement, j'entends bien. Absolument. Mais la convention, ce que je veux bien faire comprendre à tout le monde, c'est qu'elle a cet avantage, y compris pour l'association, pour l'office, de fixer les objectifs, de travailler avec eux ce qu'on souhaite, comment on souhaite avancer, et après les laisser gérer, puisque de toute façon, ils doivent après gérer leur propre association. On n'est pas là pour gérer à leur place. Absolument. Mais d'ailleurs, on a fait plein de réunions sur les objectifs qu'on leur a déjà demandés, souhaités, et les objectifs financiers sur lesquels ils doivent aller chercher, compte tenu de leur budget total et de la manière dont on finance leurs frais fixes, en fait, les 320 000, et après, à eux d'aller chercher le complément par rapport à leur budget. Donc, il y a la partie, comme je vous l'ai dit, des annonceurs et des événements pour qu'ils puissent se sortir totalement du budget total pour que l'office marche. Et ça va être là-dessus. Et l'objectif, il est là-dessus. La convention, elle est là-dedans. Ouais, juste un mot. Moi, je te rejoins complètement, Lionel, sur la convention, et je pense que là-dessus, la balle est dans notre camp, c'est-à-dire que c'est à nous de la travailler, de fixer les objectifs et les fixer de manière écrite et précise. Et au-delà de ça, parce que les objectifs suffisent pas, de mettre des indicateurs en place de suivi, en fait. Quels indicateurs on met pour suivre ces objectifs, pour voir et pour faire un point régulièrement avec eux, pour voir s'ils sont suivis, s'ils ne sont pas suivis, pourquoi, et quelles actions mettre en place, mais faire un suivi un peu plus précis, en fait. Et là-dessus, en fait, c'est à nous de le travailler, tout simplement. Oui, mais ça me permet de revenir sur le conseil d'administration. On a tendance à l'oublier. C'est quand même une entreprise qui travaille avec un conseil d'administration dans lequel nous sommes présents, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais nos votes valent rien, c'est bien ça. Non. Donc, quel est le moyen juridique pour arriver à les contrôler? De toute façon, il faudra passer par ce conseil. Non, mais c'est leur donner... Même si on signe une convention. Oui, mais tu signes la convention, tu le présentes au conseil d'administration et tu fais les suivis réguliers tous les mois pour voir où on en est. De toutes les manières, c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Tous les mois, il y a un reporting qui est fait de la part de comment il s'appelle, de Jérôme, qui est président, qui nous fait un petit état et qui est voilà. Et après, au conseil d'administration, on sait où on va et comment on y va, compte tenu par rapport aux rentrées, et aux sorties et aux événements qu'ils gèrent. Et il y a déjà ça. Donc, on a intensifié notre présence et notre contrôle, puisqu'on a fait pas mal de réunions depuis la fin de l'année, pour savoir ce dont ils avaient réellement besoin et comment ils allaient le faire et comment ils allaient faire vivre cet office. C'est la raison pour laquelle on est arrivé au chiffre de 320 000 euros. Voilà, c'est tout. Et après, les objectifs sont déjà donnés et ils seront notés au moment où on va voter le total de cette subvention au prochain conseil, puisqu'on vote aussi
au prochain conseil l'ensemble des subventions de toutes les associations, dont l'Office du tourisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on va passer au vote. Juste pour terminer, donc oui, bien sûr que cette convention est nécessaire et surtout, on en avait parlé, je pense, en commission finance en termes d'accompagnement. Ce qui me paraît effectivement capital et nécessaire pour pas que ça se reproduise dans les années à venir, qu'on ait ce même débat dans un an. Très vite. Bien, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Il faut quand même que le compte rendu fasse état de notre inquiétude, du sentiment de vigilance qui nous anime là quand même par rapport à tout ce qui se passe à l'office, je crois. Alors, Parce au niveau du compte rendu, vous inquiétez pas, Cathy, parce que Oui. c'est enregistré et comment s'appelle-t-elle, Mélanie qui s'occupe de ça, elle retranscrit Oui. exactement mot par mot. Donc, ce que vous venez de dire sera retranscrit mot par mot et vous pourrez, Oui, vous pourrez mais vérifier. ça n'est pas tellement ce que dit l'un ou ce que dit l'autre, mais l'esprit, je pense qu'on est quand même nombreux. Et on est tous Ah, d'accord. Il y a voilà. mais on est tous d'accord sur le sujet, Cathy. Voilà, c'est ça, parce que voilà, il y a quand même un sujet. Bien, donc on va quand même passer au vote et passer au point numéro 2 ensuite. Alors, qui est contre? Donc, un contre avec Henri. Qui s'abstient? 2. 3. Très bien. Oui. Lionel, Patrice et Baudouin. OK? Donc, qui est pour? Le reste. Merci. Point numéro 2, intercommunalité. On va passer donc à la signature de la convention des produits de forfait post-stationnement, vous savez, le SPS. Et donc c'est Mathilde qui va en parler. Merci. Donc, comme vous le savez, la commune réglemente les zones de stationnement payant sur son territoire. Et les recettes issues de ce paiement direct, c'est-à-dire l'argent récolté par les eurodateurs, sont encaissées par la commune et conservées par cette dernière. Les forfaits post-stationnement se substituent à l'amende pénale initialement de 17 €. Et les recettes issues du FPS sont perçues par la commune. Toutefois, au titre de sa compétence en matière d'aménagement de l'espace communautaire, la MAX perçoit les recettes issues du FPS. Mais déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre du SPS. Ces recettes nettes sont destinées au financement d'opérations visant à améliorer les transports en commun, respectueux de l'environnement et de la circulation routière en général. Le conseil municipal a invité à approuver la convention avec MAX relative à la répartition de ces dites recettes. En 2022, la commune a encaissé pour 111 603,15 € de FPS et en parallèle, les charges de mise en œuvre de ce FPS s'élèvent à 102 017,43 €. Par conséquent, le montant soumis à la règle de répartition entre MAX et la commune, c'est 50% chacune. On est sur 9 585,72 €, divisé donc par 2. Soit on va donc donner à Max 4 792,86 €. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que les gens payent, comme ça on n'aura pas besoin de payer. Donc, vous avez des questions? Non? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Très bien. Point urbanisme, mais sur un sujet, c'est Alain qui va en parler. C'est le dépôt d'un permis, mais sur une piste cyclable reliant Seignos à Sortes-au-Segor, en passant par l'avenue du Tour du Lac et des Oyas. Merci, Vas-y. monsieur le maire. L'opération concerne l'avenue des Oyas, donc. Oui, tout le monde entend. C'est en collaboration avec la commune de Seignos qui étudie le projet. Alors, nous souhaitons sécuriser cette avenue et cela fait suite à la demande des riverains qui souhaitent protéger les piétons et les cyclistes. Le constat, c'est que, alors, vous avez ici tout le parcours. Alors, on ne voit pas bien la limite de Seignos et au Segor, mais la limite au Segor, pardon. La limite au Segor. Vous voyez le point rouge, hein, ouais. Bon, il y a une partie donc qui est sur Seignos. Si vous suivez le point rouge, ça passe par ici. Ça traverse le carrefour de l'avenue du Tour du Lac et ça continue vers ici. Donc il y a une majorité de parcours qui est sur notre commune
Du point de vue constat, il est constaté que la voirie est très large, la voirie véhicule est très large, les accotements sont très étroits. Donc nous avons un gros souci de sécurité. La commune de Seignos envisage donc de modifier les carrefours. Vous voyez le carrefour de l'avenue de Bayonnais. Bon, ça ne nous concerne pas, mais ils suppriment le giratoire. Ils vont faire un carrefour en T. Alors, pardon, c'est ici. Hein. Là, pardon. Là, vous avez le restaurant ici, la Paillote. Vous avez le grand giratoire qui va être donc supprimé. Nous allons avoir une voie qui va arriver perpendiculairement avec un stop sur l'avenue du Bayonnais. En ce qui nous concerne, nous aménageons la partie carrefour qui arrive de l'avenue Tour du Lac. Alors c'est pareil avec une arrivée en T avec un stop. Et ensuite nous aménageons également tout le parking, tout le carrefour du Gardien et de l'avenue Tamari. Donc tous ces travaux aussi vont permettre de diminuer les surfaces imperméables, puisque vous voyez tout le giratoire du fond du lac, il est vraiment modifié et il va y avoir de gros aménagements espaces verts. Donc, alors cette opération elle va augmenter la sécurité des usagers. Ces aménagements seront conçus afin de répondre aux exigences du plan de mise en accessibilité de la voirie et les aménagements des espaces publics de la commune en application de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation de la citoyenneté des personnes handicapées. Donc le conseil municipal doit autoriser M. le maire à déposer un permis ménager. Notre participation au projet sera de 58% du montant. Nous avons souhaité, en plus des études techniques, nous avons souhaité ici établir au carrefour de l'avenue Gradient un plateau surélevé de manière à diminuer la vitesse des gens qui arrivent depuis le front de mer. Également, nous avons prévu des ouvrages d'infiltration d'eau de pluie dans cette zone, puisque nous avons des problèmes de stagnation d'eau de pluie dans la zone de l'avenue des Oyages. Voilà. Donc, le conseil municipal doit autoriser M. le maire à Alors, vous avez dans votre ordre du jour, dans les affaires générales, la signature de la convention entre la commune, la nôtre et Seignos, toujours relative à ce projet. Et je vous propose, si vous le souhaitez, si vous en êtes d'accord, qu'on vote les deux en même temps, sachant que pour la deuxième partie, enfin la partie qui correspond dans les affaires générales au point numéro 6, c'est les engagements financiers qui nous ont été proposés par la commune de Seignos. Donc pour nous, à 58% sur la commune, ça nous reviendrait à 79 750 € hors taxe. Bon, à confirmer, hein, c'était les premiers éléments. Il faudra rajouter l'aménagement du carrefour avec les gardiens. Absolument. Et les ouvrages d'eau de pluie. Et d'eau de pluie, oui. Donc voilà. Et parce que oui, on a revu tout ça ensemble. Donc je vous proposais donc de voter ces deux points en même temps, si vous en êtes d'accord. Oui, Lionel. Oui, monsieur le maire. La participation, le financement, enfin la part financière, là, ça représente combien en travaux? Je viens de te le dire là. Non, mais la participation de Max. Ah, de Max. Participation de Max. Ah, oui. Pourquoi? Enfin, je pense que j'ai toujours rien compris, mais bon. Pourquoi c'est pas Max qui. Et Max finance une partie aussi. Non, mais pourquoi c'est pas Max qui finance tout? Ah, mais ça. Non, mais c'est une compétence intercommunale. On est en train de faire une liaison entre communes, on est en train de fermer et de boucler des voies qui sont effectivement des voies aujourd'hui où ça manque. Clairement, quand on est en vélo, cette partie-là, elle manque. Ça permet d'aller chercher des pistes cyclables. C'est le but, hein. Mais c'est très bien, c'est très bien, mais ça fait partie de l'aménagement qui est financé par Max. Enfin, c'est quoi le... Pourquoi? Oui, monsieur, on va demander au président. Donc, non, mais pourquoi c'est nous qui devons porter ce genre de projet, alors que c'est une compétence intercommunale? Alors, pourquoi on porte ce projet-là? Dans le schéma directeur de l'ensemble des pistes cyclables que nous souhaitons mettre en place, et pour lequel on a évoqué plein de sujets, c'est-à-dire le Tour du Lac, l'avenue de Bordeaux, et à l'avenir, j'espère, d'autres, celles-ci rentraient dans le maillage que l'on souhaitait.
Seignos s'engage, lui, à le faire avec aussi l'appui de Max et nous proposer en même temps de prendre cette partie qui nous correspond, ce qui nous paraît logique puisque c'est sur notre territoire. Alors, bien entendu, à chaque fois, on participe, même si c'est Max. En général, Max, sur les pistes cyclables, a un budget, mais il participe pas en totalité. C'est sa compétence, je suis d'accord avec toi, et ça, on est tout Alors, à fait... il participe pas en totalité, mais c'est sa compétence. Oui, mais je te prends l'exemple de la ville de Bordeaux. Oui, mais c'est pareil. Oui, mais je veux dire, Bordeaux, le problème de fond, oui, c'est mais- toujours pareil. Quoi. Oui, mais Lionel, alors là, on rentre dans un débat qui est en dehors de celui-là, qui est un débat, qui est un débat qui n'a rien à voir avec notre conseil municipal, puisque si tu prends en compte la ville de Bordeaux, le budget de la ville de Bordeaux, ça va être 1,3 million à peu près, en totalité, avec la piste cyclable, et on va avoir une aide sur du PPI, qui a été votée par Max, à hauteur de 415 000 euros. Donc ils ne prennent pas la totalité des choses, et c'est sur tous les programmes de la communauté de communes. Donc ça voudrait dire qu'il faut changer le rôle de Max dans ce domaine-là. Et tu connais bien les choses. Donc, Il faut juste que la personne qui a la compétence la porte. Oui, mais ce n'est pas le cas ici. Ben, j'adore. Alors il y a d'autres communautés de communes, peut-être qu'ils la portent. Ben oui, en général, quand les gens prennent Voilà. les compétences, ils les prennent en totalité. Oui, mais la communauté de communes de Max ne fait pas ça. Et donc, c'est pas à nous, C'est des règlements qui peuvent se revoir. Ce n'est pas à c'est- nous, conseil municipal d'Ossegor, de Sorte-Ossegor, de dire que la compétence est totale. Ben, il se trouve et que... Enfin, après, on est peut-être sur un débat peut-être qui est au-delà de ça, mais Oui. ce projet-là en fait partie, je suis désolé. Et Max a les moyens et se donne aujourd'hui les moyens d'investir massivement sur le territoire, puisqu'ils ont augmenté fortement les investissements, avec des choix qui sont portés sur du social, sur d'autres choses, c'est très bien. Mais en réalité, il faudrait déjà qu'ils portent ce genre de compétences. Et ils ont une compétence sur les voies vertes, sur les voies... Donc, quelque part, ils auraient dû porter... Et après, nous, que d'ailleurs, on vienne en support via des financements, mais les travaux, toutes ces choses-là devraient être portées par la personne qui a la compétence. Mais Ou là- sinon, on a effectivement une délégation de compétences qui est donnée par Max. Alors peut-être qu'elle existe, hein, peut-être qu'elle a été validée, votée, je ne sais pas, pour ce projet-là, qui fait qu'il nous donne la délégation, comme Ils quoi ont on doit délé- le porter. Oui, mais ils Mais ont si délé- la délégation n'est pas donnée par l'intercommunalité, on n'a pas le droit Ils de ont la délégué porter. à Seignos la totalité de ce projet, et nous, on se greffe à Seignos, puisqu'on Oui, fait mais on ne peut pas, c'est territorialement, c'est parce qu'on impossible. on fait la dernière liaison qui revient chez nous. Oui, mais Seignos n'est pas Sorsos-Gor et Seignos n'a pas à déléguer, à avoir la délégation pour la partie de Sorsos-Gor. Donc on devra avoir, nous, dans ce cas-là, notre délégation. Non, mais là, il y a Est-ce qu'il y a une convention mais- aujourd'hui? Mais c'est la 6, c'est ton objet 6 qui est une convention entre les deux. Mais la convention entre les deux, mais moi, c'est pas la convention entre les deux qui m'intéresse, c'est la convention avec l'intercommunalité. L'intercommunalité a délégué à Seignos qui est le maître d'œuvre dans ce domaine-là. Et ensuite, compte tenu du fait qu'on est en train de faire un maillage total et qui revient chez nous, il nous paraissait Oui, mais sur la partie de notre territoire, on n'a pas de délégation. C'est normal de passer une convention entre la ville de Seignos et la nôtre pour faire la partie qui nous correspondait. Oui, mais Voilà. Seignos ne peut pas se déléguer une compétence sur notre territoire, et donc Ah, c'est il ne avec délègue pas une l'intercommunalité. compétence, c'est une signature de convention. Enfin, je de sais travaux. pas, je demande à ce que les services contrôlent ça, parce que je vous avoue que juste j'y perds un peu mon latin là-dessus. Il y a des règles, c'est vrai à Max, qui sont un peu différentes d'autres territoires, certes, mais c'est une compétence qui doit être aussi portée par l'intercommunalité, qu'elle le délègue après aux communes, c'est bien, on doit avoir une convention de délégation de Max à la commune de Sorsos-Gor, pas de Seignos à la commune de Sorsos-Gor, puisqu'ils n'ont pas pu avoir délégation de la part de Max pour travailler sur notre commune. C'est interdit. Donc, il devrait forcément y avoir une délégation de Max à la commune de Sorsos-Gor qui dit « c'est à vous de porter le projet ». Elle doit exister. Bon, Ou elle on va va- exister, après, qu'importe, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que là-dessus, il y a Oui. quand même un sujet que ça mériterait peut-être de le réouvrir entre présidents, entre vice-présidents, maires, etc. Moi, je suis pas vice-président, Peut-être, mais donc, même, en tout j'ai cas, pas tes maires de- et tu représentes au bureau des maires la Ouais. commune. Et même si effectivement, peut-être de le réouvrir, ça ne sera pas validé par les uns et les autres, c'est un sujet quand même qui reste toujours un peu d'actualité pour moi, c'est que quand on a une compétence, on la porte. Et j'ai toujours l'impression que les villes sont toujours amenées à participer financièrement à tous les projets qui sont de la compétence de l'intercommunalité, qui pour le coup, elle de son côté, puisque je suis à la commission finance et administration générale de Max, a des moyens financiers très importants, ils ont libéré énormément d'argent au niveau de l'investissement. Bah, c'était peut-être l'occasion de porter aussi leurs compétences de façon pleine et entière. Alors c'est un sujet qu'on remettra sur la table quand on fera la ville de Bordeaux, puisque c'est la même chose. Hein.
La ville de Bordeaux, c'est quelque chose où il nous délègue la compétence. On fait la ville de Bordeaux, mais il ne paye pas la totalité, tu le sais très bien, puisque ce n'est que 415 000 euros sur l'ensemble du budget. Oui, et comme la sécurité comporte à la place, parce que c'est pas dans le PPI. Et du coup, on fait des travaux de sécurité sur la voirie, sur une compétence qui n'est pas la nôtre. Oui, mais on préfère faire les... Alors, oui, mais oui, non, je peux entendre qu'on nous on assume la sécurité parce qu'on est soucieux de ça, mais c'est pas notre compétence. Alors, la sécurité est importante. Pour moi, c'est primordial. Non, mais que tu sois sensible à ça, on l'est tous, c'est très voilà. bien. Donc, mais il c'est n'empêche ça qui qu'on est demande important. à la commune de porter une compétence qui n'est pas la sienne. Mais oui, mais l'important, c'est d'abord la sécurité. Ensuite, si on doit passer... mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas traité le problème. Si on doit attendre que Max décide, on ne l'aura jamais, tu le sais. Eh ben voilà, mais Voilà. quelque part, Tu c'est une sais. compétence, elle se porte, parce que justement, ça peut être dangereux, et que eux sont en responsabilité aussi. C'est-à-dire que s'il y a un accident, ils sont aussi en responsabilité, ils sont surtout en responsabilité. Maintenant, on prend et on porte à leur place. Bon, très bien. Je trouve que c'est quand même un peu limite là-dessus. Bon, ceci étant, on va quand même faire cette bretelle qui va finir le maillage total de ce que l'on souhaite. À l'avenir, il y aura d'autres pistes cyclables, alors qui seront financées en partie ou pas avec Max. C'est un sujet qu'on est en train d'étudier et de discuter avec eux, puisqu'il y a aussi la fin du Tour du Lac, il y a aussi celui qui se trouve le long du camping-car qu'on souhaiterait mettre en place, et ensuite avenue d'Albi pour rejoindre derrière l'ensemble du projet de l'avenue de Bordeaux. Ça nous paraît cohérent. Alors, certes, si on doit attendre que Max porte tout ça, ça va mettre beaucoup de temps. Ce que l'on souhaite, c'est qu'on arrive à le faire. Bien entendu, on va demander sur la mobilité et le cyclisme cette aide, et l'aide de Max aussi dans ce domaine-là. Voilà. En ce qui concerne cette partie donc, qui va être au vote, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vote les 2 points? Donc le point 6, qui est la convention entre Seignos et nous, et sur le point qui vient d'évoquer Alain sur la mise en place de cette bretelle. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter les 2? Oui. Ok. Donc, qui est contre ce projet? Qui s'abstient? 3. Donc, comme vous avez les procurations, ça fait 6. Et qui est pour? Merci. Alors, on passe au point numéro 4, qui est l'acquisition d'un lac situé sur la parcelle cadastrée AT44. Et je passe la parole à Michel. Tu mets ton micro, s'il te plaît? Oui, merci. Bon, ça va être un peu plus gai. Voilà. Bon, nous poursuivons une politique d'acquisition dans les Barthes, c'est très connu. Les Barthes communales, elles font 50 hectares. C'est un site naturel classé. Et le département s'est engagé à sa protection au travers de zones de préemption. Il propose aussi des subventions pour permettre l'acquisition de ces terrains. Le parcellaire est important dans ces Barthes et la gestion est coûteuse pour les propriétaires. Et l'entretien de ces zones par les particuliers entraîne l'abandon de l'exploitation. Il n'y a plus d'agriculteurs à Haussegor et la rentabilité n'est pas en rendez-vous. Bien sûr, ce n'est pas des terres très riches. Bon, une gestion, un entretien de base est prévu quand même par la Fédération de chasse. On a passé un commodat avec eux pour une période de 12 ans, mais bon, c'est à peine suffisant. Et puis, il y a un autre problème qui se pose. Les chasseurs vieillissent, ils ne sont pas très nombreux, et bientôt, il n'y aura plus personne. Et on voit tous les jours les problèmes que pose et que posera dans quelques années les sangliers qui rentrent dans notre ville, dans nos cimetières et dans notre golfe. Bon, alors je reviens à mon sujet. L'achat des terrains dans les Barthes, ce n'est pas non plus un objectif confiscatoire. On assure après la rétribution par un contrat dit de commodat. C'est un prêt d'usage pour les personnes qui veulent participer à la valorisation de ces terres dans les règles qu'on leur proposera. Bon, le commodat, c'est une reconduction annuelle qui engage les personnes pour une durée déterminée. Ce n'est pas des terres que l'on perd. Bon, les Barthes sont des lieux de nature propices au calme, loin de la vie trépidante de la ville, lieux pédagogiques avec la flore, la faune, les oiseaux, qui permet à chacun de se ressourcer. C'est un lieu à protéger pour nous et pour les générations futures. Donc je vous propose là d'acquérir une parcelle de 1900-500 m², c'est à peu près 2 hectares. C'est la parcelle AT44 de la famille Olivier qu'elle a bien voulu nous céder.
pour la somme mirifique de 3 679 €. Merci à eux. Ce plan d'eau nous oblige, nous, à régulariser son existence auprès des services de l'environnement, parce qu'il n'a jamais été déclaré. Et ces services d'environnement nous demandent une étude d'impact qui n'est pas neutre économiquement. Donc ça coûtera plus que 3 676 €. C'est aussi le cas pour la parcelle qu'on a acquis il y a quelques années à l'ancien mandat. C'est la parcelle AT 555 qui appartenait à M. Lafourcade. Il y a pareillement un étang et on fera en même temps les demandes auprès des services de l'environnement. En ce qui concerne les jardins partagés, j'ai mis à la disposition des personnes avec toujours le système du Comoda des jardins. 6 personnes se sont proposées depuis l'appel à candidature. J'ai conclu la semaine dernière. On a attribué 6 lots. Tout le monde est servi. Les parcelles qui sont concernées, c'est la parcelle AX34 et la parcelle AX21. La mise en forme, pareil, sous forme de Comoda, c'est gratuit. S'ils ne respectent pas les conditions qu'on leur imposera, on changera de personne. Voilà. Troisièmement, pour les bergers, ça y est, ça continue. Les plantations sont poursuivies. C'est la 2e année. Il faut beaucoup d'assiduité. C'est beaucoup de persévérance. Et je remercie les bénévoles qui participent régulièrement. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, je vous propose d'acquérir la parcelle de 2 hectares pour la somme de 3 679 €. Donc, Michel nous a fait un petit tour d'horizon des Barthes. Donc, comme ça, on est au courant un peu de tout. Juste, il a parlé des sangliers. Donc, les sangliers, pour information, je pense qu'ils étaient au cimetière la semaine dernière. J'ai vu, oui. Ils sont au golf depuis 4 jours. Ils aiment bien jouer au golf, oui. Ils étaient avenue de la Mole, là. Le cimetière est ravagé aussi. Et là encore ce matin. Donc, on sait où ils sont maintenant, ça y est. Ça a été hier matin. Non, enfin, mis à part le fait qu'on ne peut pas les tirer sur le golf. Non, je fais une parenthèse. Mais ceci étant, donc avec la société de chasse, là, notre association, donc on sait où ils sont, mais vous avez vu qu'il y a des gros coefs en ce moment, donc dans les Barthes, il y a beaucoup d'eau. Et donc il est prévu la semaine prochaine une battue pour voir ce qui est possible de faire. Et voilà. Donc on a une partie qui se trouve dans les Barthes et une autre partie qui se trouve derrière le cimetière. Et ils détruisent tout. Et le long de l'avenue d'Amol, là, ils ont fait les 3, 4, 5. Là, ils ont fait les 3, 4 trous, là, bien. Et cimetière 4, donc ils ont bien ravagé. Voilà, c'est ça. Ben, c'est qu'il doit y avoir de belles protéines. Bon, donc ceci étant, c'était juste un aparté pour les sangliers. Donc concernant le dossier donc, numéro 4 sur l'acquisition du lac et qui a été présenté par Michel, est-ce que vous m'autorisez à réaliser cette démarche relative à cette acquisition? Qui est pour? Merci. On va passer au point numéro 5. La désaffection et déclassement et cession d'une partie du domaine public qui est située avenue de Super-Osgore, et c'est Maëlle qui va vous expliquer ce dossier. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération concerne une demande de monsieur Iribaren, qui est propriétaire d'une maison située avenue de Super-Osgore. Il a fait cette demande qui consiste en fait à se porter acquéreur d'une partie du domaine public. Et donc là, vous ne le voyez pas, cette partie du domaine est en fait en retrait de la voie principale. Et elle... Oh, c'est encore mieux. Oh ben voilà, ça va aller trop vite. Et donc en fait, cette parcelle finalement ne dessert que deux propriétés. Voilà. Donc en fait, c'est un chemin d'accès qui sert à desservir donc deux constructions, dont celle de M. Iribaren. Et ce dernier souhaiterait améliorer donc, les conditions d'accès et de stationnement dans le cadre d'un PC qui est instruit actuellement pour réhabiliter sa maison. Donc en fait, comme vous le voyez sur le schéma, ça se trouve derrière le muret de soutènement, qui fera également l'objet de la cession. Donc c'est la partie de domaine public que vous voyez matérialisée sur l'image et le muret de soutènement. Ce ne sera pas nécessaire de réaliser une enquête publique. En général, on peut avoir une enquête publique pour une procédure de déclassement.
de voirie. Là, ce n'est pas le cas. Elle sera simplement désaffectée de son usage de voirie publique, parce que cet endroit donc, était emprunté que par un seul résident. Le pôle d'évaluation domaniale a estimé la valeur de cette partie du domaine public de 196 mètres carrés à environ 7 000 euros. Donc le conseil municipal est invité ce soir à autoriser monsieur le maire à réaliser les démarches relatives à cette demande. Vous avez des questions? Est-ce que ça lui augmente son droit à construire, du coup? Un petit peu, oui. Un petit Bah, peu, de mais... 196 mètres oui, carrés, oui, oui. Bah, c'est du constructible. mathématiquement, oui. Voilà. C'est-à-dire que, est-ce que le projet derrière, c'est aussi d'agrandir, de construire? Non, parce que c'est un accès, hein, donc Oui, ça, j'ai fait partie compris. ça fait partie Non, des mais- 10% sur les 30%. Oui, mais le fait de céder 200 mètres carrés, c'est du droit à construire qu'on donne à la personne qui Potentiellement, donc oui. c'est un terrain constructible. Est-ce qu'il a été évalué au prix du terrain constructible? Oui. C'est tout. 7 000 euros pour 196 mètres carrés, c'est pas du terrain constructible. Effectivement. Mais c'est l'évaluation domaniale. Or, ça lui donne du droit à construire supplémentaire. C'est l'évaluation domaniale d'eau, tu le sais très bien. Je sais. Bon. Mais est-ce que le fait que l'évaluation domaniale, on peut poser ce genre de questions, Absolument. Mais- le fait qu'on lui donne 196 mètres carrés supplémentaires de droit à construire derrière, ça représente sur ces parcelles-là, je ne sais pas combien. Alors peut-être qu'il n'était pas au taquet aujourd'hui et qu'il a de la place et que peut-être que c'est pas le cas. Hein. Je ne sais pas. Hein. Typiquement, c'est pour ça que je comprends parfaitement ta Tu comprends pourquoi je réflexion, pose elle cette est question. tout à fait légitime et on ne va pas se mentir. On a parfois des demandes, ça arrive, de résidents qui vont demander à se porter acquéreur d'un espace et on sait très bien que la demande derrière, elle est pour obtenir un peu plus de droit à bâtir. C'est des refus systématiques. Oui, là c'est pour régulariser une situation d'usage de toute façon. Là, en fait, et je pourrais t'expliquer, le contexte est vraiment très particulier et quand tu vois comment c'est fichu, tu es même étonné. Mais que ce ne soit pas le cas déjà. Oui. Et tu te dis, mais pourquoi ça c'est à nous en Non, mais- fait et par contre, le terrain, donc on est à Super-Osgore, on est comme ça, et vraiment le fait d'être chez lui, c'est vrai que techniquement et mathématiquement tu gagnes du droit à bâtir, mais lui dans la démarche, c'est vraiment pour faciliter derrière l'aménagement. Je ne remets pas du tout ça en cause et je le Voilà, comprends c'est tout à juste fait. ça. C'est-à-dire que je pense qu'il Mais faut le c'est sur faire quand c'est l'évaluation. comme ça, il faut le faire. Sur l'évaluation, le montant de la parcelle qui est cédée sur en plus Super-Osgore, enfin, c'est avenue de Source-Osgore. Oui, n'est-ce c'est pas? tout en haut. C'est C'est tout tout en en haut. haut. Donc on est sur des lieux dont on sait que c'est des maisons qui sont quand même très valorisées. 196 mètres carrés avec du droit à construire dessus, ça représente une certaine somme à la revente. C'est tout. Après, je suis entièrement d'accord avec toi, il faut le faire. Oui, et non, c'est important. c'est vraiment 7 000 un euros cas pour particulier. 196 mètres carrés, je crois que sur du droit à construire, on est un peu en dessous. Mais si c'est l'évaluation des domaines, c'est une chose. Est-ce qu'ils ont considéré ces aspects-là? J'en suis pas sûr. Voilà, c'est tout. Mais c'est parce que je sais que c'est quand même... il y a le truc qui est- Demain, ce terrain à la revente va représenter une certaine somme. Non, alors- L'usage est là, il n'y a pas de Ouais. problème. Ces 196 mètres carrés, ils vont venir dans une vente. Demain, ils ne seront pas 7 000 euros. Ça, c'est une certitude. Là, ça fait à peu près 35 euros du mètre, et c'est vrai que c'est du droit, c'est pas du droit à construire, c'est un accès. En bas, oui. Oui, on a compris, on a très bien compris ce que tu voulais dire. Comment? Après, Et 135 euros du mètre carré sur un truc qui est en descente comme ça, enfin tu... je t'avoue ne pas Si tu te savoir prends juste après, sur cette partie-là, c'est au pas niveau des possible. domaines, quand ils instruisent une demande, quels sont tous les paramètres pris en compte. Je ne sais pas s'ils je ont sais pas, et cerné d'ailleurs, cet souvent, on est enjeu-là. étonné mais des voilà. sommes, et en l'occurrence ici, elles sont loin de ce que nous, on aurait pu dire. Je ne sais pas Mais dans attention, la moulinette, qu'est-ce qu'ils une mettent comme estimation des paramètres. domaines n'empêche pas de vendre plus cher. Hein. Oui, mais C'est pas un problème. Hein. Oui. Si ce n'est qu'on a aujourd'hui une évaluation, certes, mais on a derrière 196 mètres carrés qui sont constructibles et Non, qui ils vont sont- apporter à la non, qui personne... sont droit à construire Non, dans l'ensemble du Sur la projet. parcelle, tu viens Ouais. alimenter de plus 196 mètres carrés, une parcelle constructible qui va donner à la propriété plus de droits à construire. Et à la revente, une propriété comme ça, avec ces 196 mètres carrés supplémentaires, représentera plus que les 7 000 euros que nous cédons. C'est tout. Après, Mais Si on peut voilà, dépasser- c'est si on dit. peut Après, dépasser les domaines. on peut. Moi, je Voilà. pensais qu'on Non, devait mais s'aligner voilà. sur les domaines. On peut. Ah non, tu peux Non, aussi. faire une transaction. Apparemment, C'est non. une transaction. Je sais pas. Parce qu'on n'en a pas discuté comme on le fait là aussi. Après, On en avait parlé. après c'est aussi l'inverse. On n'a en ce pas qui nous- parlé argent. En Ouais. commission d'urbanisme, on débat du principe,
de la décision. Mais on ne parle pas d'argent. On ne débat pas de la somme. Parce qu'on n'avait pas aussi le montant de la. On l'avait pas le montant du on n'a domaine. pas débattu de la somme, on a débattu En du commission principe, urbaine. mais pas... C'est pour ça que sur le principe, je suis entièrement d'accord, c'est normal, les gens ont besoin de ça. Et puis, si l'usage est là, il faut absolument... Et c'est sûrement pour ça qu'il n'y a pas d'enquête publique, d'ailleurs. C'est sûrement pour ça qu'il n'y a pas d'enquête publique, parce que l'usage est là, il est avéré, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un cas particulier. Je dis simplement que techniquement, on a derrière une somme de 7 000 € qui ne sera pas, de toute façon, pour le propriétaire aujourd'hui, la somme qu'il revendra dans l'ensemble de sa parcelle. C'est 196 000 Après, on prend acte de ce point et ça peut nous servir à nous aussi, si on devait acheter quelque chose, d'avoir un prix de référence. Oui, mais tu vois, c'est aussi dans les deux sens. Ça ne marchera pas si le propriétaire te dit bah non. Non, mais il ira devant le juge de l'expropriation, il te dira le juge, bah oui, effectivement, il y a une valorisation qui est différente. Si on avait une acquisition à faire, on peut aussi se servir de ce prix-là de référence. Mais oui, mais justement, c'est là où je te dis, je pense que malgré tout, sur du constructible, tu pourras pas forcément. Si le propriétaire te dit non, mon constructible, il a tant du mètre carré, quand ce sera l'inverse, les gens vont pas se gêner de nous faire payer beaucoup plus cher. On verra. Oui. Très bien. Bon, on va quand même passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Très bien, merci. Alors, l'autre point, le point numéro 6, on l'a fait tout à l'heure. Point numéro 7, c'est le renouvellement de la demande de classement de l'office en catégorie 1. Alors, cette délibération, elle revêt quand même un caractère important puisque notre office a été classé en catégorie 1 le 27 novembre 2018, et cela pour une durée de 5 ans. Donc, on doit faire ce renouvellement et déposer un dossier de classement en catégorie 1, sachant que vous avez 3 catégories par rapport aux offices de tourisme. Et nous, face à l'exigence que les équipes de l'office ont, nous devons donc renouveler cette classification pour rester tout d'abord indépendant, ce qui est important, ce qui nous permet d'organiser aussi les événements que l'on souhaite, et de porter notre image comme nous le voulons, mais aussi de donner à nos visiteurs et vacanciers un service digne de ce nom. C'est l'image de la ville quand on arrive dans notre commune, et il est important que notre office soit à un niveau exemplaire. Donc je demande juste au conseil municipal de m'autoriser à adresser la demande de renouvellement de classement auprès du représentant de l'État dans le département pour l'avoir en catégorie 1. Est-ce que vous avez des questions relatives à ce sujet? On va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Très bien. On va passer au point numéro 8. Et c'est Mathilde qui va nous parler de la signature de convention avec les nageurs sauveteurs juniors. C'est ça, merci monsieur le maire, comme l'année dernière. Donc il s'agit d'une convention signée entre la commune et le club de sauvetage côtier d'Hossegor. L'idée est très simple, celle d'un stage. C'est une séquence d'observation en milieu professionnel de la surveillance des plages pour des jeunes de 16-17 ans à peu près, des mineurs, mais de plus de 16 ans, qui se prédestineraient à la mission de nageur sauveteur un jour. Le stage est un minimum de 40 heures d'observation en poste de secours répartis sur les mois de juillet et août pendant la saison. Et la séquence fera l'objet d'un bilan et d'une analyse. L'objectif est de faciliter l'intégration une fois les diplômes de surveillance acquis à l'âge minimum atteint, car ils auront déjà été immergés dans la vie d'un poste de secours en observant les différentes phases d'entraînement, l'installation du matériel, la surveillance, la prévention, l'information, les interventions, etc. Ce qui est nouveau, c'est que cette année, on a décidé de gratifier ces jeunes. En effet, la commune s'engage à attribuer une participation d'un montant de 220 € par stagiaire pour couvrir les frais inhérents à l'obtention du diplôme PSE niveau 2. PSE, c'est les premiers secours en équipe. Cette somme sera directement versée au club de Hossegor Sauvetage Côtier, sous réserve de l'accomplissement, évidemment, par le stagiaire d'un volume de 40 heures à l'issue de la séquence observation. Le ou la stagiaire s'engage à fournir les documents justifiant de l'obtention du diplôme. Le club émettra et transmettra la facture correspondante au service de la commune. Il s'agit uniquement d'observation. Effectivement, les jeunes ne pourront pas participer directement au sauvetage ou être laissés seuls dans les postes, etc. Voilà, ça sera fait en toute sécurité sous l'œil bienveillant de leurs responsables de poste.
Ce qui est surtout important par rapport à cela, c'est qu'en fait, on prépare notre vivier de nouveaux nageurs sauveteurs pour la suite. Voilà. Vous avez des questions? Donc vous devez, si vous êtes d'accord, m'autoriser à signer la convention suivant les éléments que Mathilde vient d'exposer. Donc qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? On continue avec toi Mathilde et on passe au RAPO, qui est le rapport annuel des recours administratifs préalables obligatoires. Voilà, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais depuis le 1er janvier 2018, tout contrevenant qui ne règle pas le stationnement payant, des places de parking, doit s'acquitter du paiement d'un forfait post-stationnement, FPS, conformément à la loi MAPTAM numéro 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles concernant la dépénalisation du stationnement à compter du 1er janvier 2018. On a remplacé l'amende pénale, je traduis, on a remplacé l'amende pénale par le forfait post-stationnement. Les usagers qui souhaitent contester le bien fondé de leur forfait post-stationnement doivent formuler auprès de la commune un recours administratif préalable obligatoire, le RAPO. Et la commune doit faire un rapport annuel de ces recours administratifs préalables obligatoires et ils doivent être présentés à l'Assemblée délibérante avec le taux d'évolution par rapport à l'année précédente. Pour information, le nombre total de FPS émis pour l'année 2022 est de 4 929 pour la commune et les demandes de RAPO concernent principalement des erreurs de saisie de plaques d'immatriculation faites aux horodateurs. Vous savez, les horodateurs, maintenant, il faut taper sa plaque. Parfois, il arrive que le doigt rip ou qu'on ne connaisse pas bien sa plaque. Bon, mais il y a des erreurs. La non-apposition des cartes d'invalidité, GIC, et des problèmes de dysfonctionnement divers des horodateurs. Voilà. On a eu 302 contestations sur 4000 des poussières. Ouais, ce qui est peu. C'est peu, mais c'est quand même 92% d'après ce que j'ai vu en supplément par rapport à l'année précédente. Est-ce qu'on a une explication? Ça me semble quand même beaucoup. C'est peu et beaucoup en même temps. Hein. C'est peu et beaucoup, oui, quand vous regardez les chiffres. Comme ça, mais c'est surtout parce qu'on a eu, des ennuis avec nos ordinateurs et de façon régulière cet été, ce qui fait qu'il y en a eu beaucoup qui sont venus réclamer, à juste titre, les FPS qu'ils avaient notés. Et c'est la raison pour laquelle le chiffre a augmenté par rapport aux années précédentes. Donc voilà. Et du coup, par rapport justement à ce qu'on a traité tout à l'heure, là dans le point numéro 2, je crois, toute cette maintenance des horodateurs, elle se fait, on a quelqu'un qui vient, je ne sais pas, quand il y en a un qui ne marche pas. On a un contrat de maintenance avec une société qui s'occupe des logiciels sur les différents horodateurs que nous avons en ville. Et cet été, on a eu vraiment des soucis là-dessus, parce qu'on a même perdu des journées entières où il n'y avait pas de PV. Enfin, lapsus. De paiement. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. On passe au point numéro 10 qui est les ressources humaines. Et je laisse la parole à Baudouin Verlet. Bon, il ne s'agit pas d'ouverture de postes. Ce sont des postes qui sont déjà inscrits, si je puis dire. Et donc, ces deux postes qui sont indispensables au service technique, service propreté de la ville, sont couverts actuellement par des stagiaires. Et compte tenu de la nécessité de ces postes en permanence, nous allons les passer en poste d'adjoint technique à plein temps, ce qui a été validé en commission ressources humaines. Très bien. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Bien, on va passer juste aux décisions du maire, avant de finir ce conseil. La fixation des tarifs pour l'occupation du domaine public des concessions qui sont situées au Point d'Or. Cela correspond à trois terrasses qui sont au Point d'Or. L'une, Surf Trip, pour 538 €. L'autre, pour Rêve des Landes, qui est une société aussi de surf, pour 897 €. Et le Comptoir de l'Atlantique pour 2367 €. Pardon.
la fixation des tarifs et des modalités de financement du point de repos pour l'année 2023. Vous savez que sur la place des Landais, chaque année, on a un point de repos qui est en fait un avant-poste pour la bobologie en relation avec le sauvetage côtier. Et on partage à 50-50 avec les différents acteurs de la place, c'est-à-dire les restaurateurs. Le reste à répartir auprès des établissements qui sont situés sur le secteur, ça représente en fait, ça fixe à hauteur de 338 € pour chaque participant, donc pour les restaurateurs, et l'autre partie pour 50% pour nous. Ensuite, pour information, on a fait 3 demandes de subventions dans le cadre du Salon du Livre à hauteur de 27 000 €, dans le cadre du centenaire, de l'exposition du centenaire qui va avoir lieu fin novembre pour 10 000 €. Et une subvention aussi dans le cadre du festival pour le compte de l'office, mais pour le Latino Osgore pour 16 000 €. Donc ces demandes ont été faites et on n'a pas été, pour l'instant, on n'a pas été sollicité. En tout cas, on ne sait pas où ça en est. En tout cas, les demandes ont été faites pour ces 3 événements. Autre point qui a son importance, ça a été le choix du dernier, de l'exploitation, vous savez, de la dernière concession qui avait qui était partie dans les Halles, puisqu'on avait le sushi qui était parti, qui avait arrêté. Et donc on a eu plusieurs offres. Et à l'unanimité, la sélection a été faite au travers d'un stand qui va s'appeler Othaï. Donc ce sont des produits thaïlandais, faits par une vraie thaïlandaise, et qui prendra ses fonctions d'ici fin mars, cuisine faite maison. Donc voilà, on lui souhaite bonne chance pour son avenir et pour son implantation sous les Halles. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je vous remercie. S'il y a d'autres points que vous voulez aborder avant de conclure, la commission générale pour nous, c'est le 3 mars. Le prochain conseil, c'est le 17 mars, où on va évoquer les budgets et ses orientations. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci.